Je commencerai mon propos en m'adressant à mon collègue Bouyoumou. J'aurais pu, face à ces hésitations, sortir mon piquet de grève et crier « irrecevable ». Qu'il ne me voit pas dans la salle, c'est un peu curieux. Ce n'est pas grave. Les sages ne font pas grève, je ne fais pas grève. En l'honneur du professeur Joseph Ouona, un homme d'exception dans toutes les dimensions du terme, le ministre d'État, ministre d'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famine Ndongo, a convié ce jour dans cette salle les collègues, les agrégés du maître, ses étudiants et ses nombreux amis pour offrir au professeur Joseph Ouona, comme l'exige une tradition universitaire, ce recueil de mélange intitulé « L'exception en droit ». Vous avez vu circuler officieusement dans la salle. À cette occasion, les professeurs Magloire Ondoa et Patrick Edgar Abane Ngolo m'ont confié, peut-être en ma qualité d'ancien assistant du maître, encore en activité, la tâche de faire la note de critique de lecture de cet ouvrage publié aux éditions L'Harmattan. Je plaiderai, comme dans les audiences, comme laisse finir mon propos. Il ne sera pas long, mais il s'agit de faire la synthèse des interventions de 30 personnes réunies dans un volume de 800 pages, dont les 10 minutes habituelles pourraient bénéficier d'un coefficient de 1,5, ça ferait 15 minutes. L'objectif de la présente note est de proposer un compte rendu des contributions. Certains éminents professeurs ont essayé ont présenté leurs contributions, mais j'y reviendrai. Donc, afin de permettre une meilleure compréhension de cet ouvrage, il est à préciser cependant qu'une note de lecture ne peut pas être simplement descriptive. En effet, le chroniqueur doit se montrer un tant soit peu critique. Tout en examinant le contenu de l'œuvre, le critique doit en ressortir les limites, sans oublier toutefois que cette présentation, ce commentaire de texte, est en réalité un prétexte qui ouvre le débat sur la thématique générale de l'ouvrage. Pour m'acquitter de mon mandat, je structurerai mon propos en 3 points. D'abord, je présenterai l'homme et son œuvre, davantage l'œuvre que la personne, le personnage étant un homme public, sa carrière administrative et politique relève du domaine public. Ensuite, je m'appesantirai sur le contenu de ce volumineux ouvrage de 800 pages, à l'élaboration duquel ont participé une trentaine de contributeurs en hommage du maître. Enfin, je formulerai des observations qu'inspire une lecture, pas en totalité, je n'ai pas lu toutes les 800 pages, qu'inspire ces mélanges. Premier point, sur l'homme et l'œuvre. Le questionnement est de savoir ce qui fait du professeur Joseph Ouona une exception du point de vue scientifique. Le professeur Joseph Ouona, après ses études secondaires, sanctionné par un bac scientifique,
je lis bien bac scientifique, poursuit des études supérieures, d'abord à l'Université fédérale du Cameroun, couronnée par une licence en droit et sciences économiques, option droit public. Puis à l'Université de Paris 1 Sorbonne, il récoltera dans ce temple du savoir un DS de droit public, un DS de sciences politiques et soutiendra en 1972 dans la même université une thèse de doctorat d'État en droit public sous le thème « La notion d'intégrité territoriale dans la vie et le droit constitutionnel depuis 1789 ». Il réussit en 1977 le concours d'agrégation de droit public et sciences politiques en France. Il est, et le professeur Moué l'a rappelé, premier agrégé en Afrique centrale, en droit public et en sciences politiques. Son exceptionnelle carrière universitaire est connue. D'assistant à l'Université de Paris 1, M. Joseph Ona est aujourd'hui retraité, professeur émérite à l'Université de Yaoundé-Soa. Homme de science, et plus précisément de la science du droit, le professeur Joseph Ona fait partie des juristes qui ont implémenté sur le continent africain une approche juridique qui met en rapport la science politique avec la science juridique. Collègue des professeurs Cissé Madiane, Ibou Fall, Ngele Maurice Awanzo, le béninois, et du professeur Francis Vaudier l'Ivoirien, il est de ceux-là qui pensent que la mise en relation de la science juridique avec la science politique est a priori porteuse de vertu pour les chercheurs. Qu'en dépit de leur légitime spécificité, ces deux sciences sont susceptibles, en collaborant, de contribuer à rappeler que la science juridique peut avoir des liens avec la question politique. À l'évidence, il ressort en filigrane des écrits du professeur Joseph Ona que les trajectoires du droit et de la politique se croisent et se neutralisent dans le même ordre d'idées. Si lui favoreux constate que la politique saisit le droit, Consmet Sébastien Sercin avance pour sa part que le droit saisit la politique dans sa thèse consacrée à l'expérience communiste roumaine. Par ailleurs, on va assister à un investissement massif des constitutionnalistes sur le terrain nouveau d'une science politique en plein essor, à telle enseigne que Georges Vedel lancera la formule lumineuse selon laquelle tout le droit constitutionnel n'est pas dans la Constitution. C'est dans son ouvrage paru en 2010, intitulé « Droit constitutionnel et institutions politiques du monde contemporain », que l'ouverture du maître à la science politique s'est le plus manifestée. En effet, la référence aux institutions politiques, à côté des droits constitutionnels dans l'intitulé de l'ouvrage, déplace les analyses du champ de droit vers la science politique. Cette approche constitutionnaliste ouverte à la science politique est également présente dans l'ensemble des autres travaux réalisés dans le domaine du droit constitutionnel. C'est le cas dans son ouvrage « Le droit constitutionnel et des régimes politiques africains » ou encore des articles « L'essor du constitutionnalisme rédhibitoire en Afrique », étude de quelques constitutions, la nouvelle constitution camerounaise du 20 mai 1972, de l'État fédéral à l'État unitaire, ainsi que la réforme politique
et constitutionnelle de la République unie du Cameroun. Poursuivant les investigations, on se rend à l'évidence que la passion du maître pour les études politiques et constitutionnelles est loin d'être assouvie. Tout au début de sa carrière, tant au début de sa carrière que pendant sa retraite académique, il continuera d'écrire sur les régimes politiques. Ainsi, après une thèse consacrée au droit constitutionnel français, nous l'avons signalé, il commet une série d'articles et d'ouvrages sur les régimes politiques africains et asiatiques. Sur le Congo, par exemple, c'est la nouvelle organisation des pouvoirs publics en République du Congo, Penang 1980. Sur le Bénin, c'est la nouvelle constitution de la République populaire du Bénin, un présidentialisme monopartisan d'assemblée, revue juridique, indépendance et coopération 1980. Sur la Chine, la nouvelle voie chinoise ou les purs du soir, Berger de Faux 1986. Sur la Corée, la République démocratique populaire de Corée. Enfin, en matière d'institutions politiques, en 2015, le maître a récemment fait un bond dans le passé pour revisiter les systèmes politiques précoloniaux du Cameroun, structurés autour d'un ensemble de pouvoirs et contre-pouvoirs légitimement acceptés pour la gouvernance harmonieuse du corps social. L'originalité de ces systèmes réputés ancestraux exclut toute référence mimétique au régime politique moderne. Toutefois, il n'est pas resté enfermé dans le constitutionnalisme qui n'a été pour lui ni un cocon brouillé, ni une camisole de force. Avec beaucoup de bonheur et d'aisance, le maître s'est également investi en droit administratif où sa production scientifique est tout autant remarquable. D'ailleurs, dans cette branche du droit public, il s'est fait l'auteur d'une floraison d'ouvrages. L'on peut citer, entre autres titres, Droit administratif social de la République du Cameroun, Droit de la fonction publique, la décentralisation camerounaise, domanialité publique et expropriation pour cause d'utilité publique au Cameroun, le contentieux administratif de la République du Cameroun. De plus, il a également effectué de nombreux travaux en droit international et plus précisément en droit international humanitaire. En témoigne l'ouvrage de droit international humanitaire publié à l'Harmattan en 2012. Cet inventaire des œuvres du maître est loin d'être exhaustif et les initiés ne comprendraient pas l'absence de l'article fondateur consacré à l'institutionnalisation de la légalité d'exception dans le droit public camerounais. Ce fut en 1975. Donc il n'est pas superflu de signaler que cet article marque le point de départ des réflexions sur l'exception en droit dans le droit camerounais. Sur le contenu des mélanges, par la rédaction des mélanges Joseph Auna, les concepteurs et les contributeurs de cette œuvre ont voulu témoigner de leur reconnaissance à ce grand maître du droit public camerounais et partant rendre un hommage majestueux et digne à cette colonne du droit camerounais. En conséquence, cet ouvrage mérite une lecture attentive à la hauteur de l'enthousiasme suscité. En principe, l'exception désigne ce qui est hors du droit commun, ce qui déroge à la règle, qui est contraire aux principes et règles établis. L'on parlera ici des lois, des régimes ou des hommes d'exception.
Le nombre des contributions, les multiples nationalités des intervenants et leur statut restent à la fois de l'engouement des rédacteurs et du rayonnement, attestent à la fois de l'engouement des rédacteurs et du rayonnement des œuvres du professeur Joseph Auna au sein de la communauté scientifique. L'exception en droit, qui est le titre choisi pour les mélanges en son honneur, devrait apparaître en filigrane dans les diverses contributions. L'ouvrage s'ouvre par une préface remarquable, un bel hommage du professeur Magloire Ondoa à celui qui fut son maître. Le préfacier précise que le droit se trouve davantage dans l'exception que dans la règle. Il ajoute qu'à côté de la règle, hors de prise de la règle, émerge comme alternative un droit qui en constitue l'exception, passerelle légitime pour la dite règle de parvenir à son entier perfectionnement. Il en conclut que la figure de l'exception est représentative pour un hommage appuyé à l'éminent penseur et praticien du droit qu'est Joseph Auna, tant sa trajectoire universitaire que dans son œuvre scientifique. Après cette préface de Magloire Ondoa, une structuration synthétique des différentes contributions dégage 5 sortes de recherches qui ne reprennent pas forcément le plan des mélanges. Nous aborderons ici les contributions en droit constitutionnel, en sciences politiques, en droit administratif, en droit international, en finances publiques et les autres disciplines. Sur le droit constitutionnel et la science politique. En cette matière, 12 contributions ont été écrites. Cette série d'articles est la plus importante, comme pour épouser les premières préférences du dédicataire. Ces études portent sur des questions singulières et tout à fait innovantes, telles que la nécessité en droit, études à partir de quelques cas, de quelques expériences africaines, où il faille prendre des mesures particulières pour la sauvegarde de l'État. Ensuite, des normes promotionnelles dans les dispositifs constitutionnels en Afrique noire francophone, qui confèrent à la Constitution sa complexité, sa nature instrumentale et surtout sa valeur de symbole. Des rapports entre les pouvoirs dans les régimes politiques camerounais, sujet d'analyse permanente dans les œuvres du maître, mais également des sujets très proches des centres d'intérêt du dédicataire en droit constitutionnel, notamment la rencontre tripartite, réflexion sur une technologie politique de sortie de crise au Cameroun. L'auteur que vous avez vu, qui s'est présenté, l'auteur explique les raisons de rejet d'une conférence nationale comme solution de sortie de crise et analyse la trouvaille qui maintient les institutions constitutionnelles en place pour la recherche d'un compromis acceptable par toutes les parties. À l'occasion, le professeur Joseph Auna est placé à la tête d'un comité de 11 experts, dont nous-mêmes, chargés d'élaborer un projet de constitution pour la République. Toutes les propositions de ce comité n'ont pas été retenues, présageant de certaines lignes de fracture observées de nos jours. Du constitutionnalisme rédhibitoire au constitutionnalisme libéral, réflexion sur le renouveau constitutionnel en Afrique noire francophone, qui fait un clin d'œil à la contribution du maître dans les mélanges en l'honneur de Pierre-François Bonidec sur l'essor du constitutionnalisme rédhibitoire en Afrique francophone en 1985. Ou encore, le paradigme de la Constitution Janus et Joseph Auna comme modélisation théorico-juridique et politico-juridique de la bifacialité de la loi fondamentale en Afrique,
de sa formulation euro-africaine à la lecture afrocentrique basée sur Anubis, Aker et Diou. L'auteur de cette contribution, qui vous a entretenu pendant un moment, l'auteur de cette contribution veut mettre en évidence les formes de pensée et de raisonnement exprimées par Joseph Ouna dans la notion de constitution Janus, qui se caractérise par une certaine ambivalence et qui fait apparaître de manière concomitante des traces de la dualité et de la duplicité. Entre autres contributions, on peut citer les incapacités des organes exécutifs en droit public camerounais, dont le rédacteur s'inspire des techniques du droit privé pour analyser les limitations et les restrictions qui affectent les organes exécutifs de l'État. Sur le droit administratif, 4 contributions sont à signaler. Dans la résistance entêtée d'une exception condamnée, le jugement des civils par les tribunaux militaires en droit camerounais. Ici, l'auteur montre l'extension progressive de la soumission des civils à la compétence des juridictions militaires, toute avancée qui entraîne souvent la condamnation des administrations par les instances internationales en matière de droits de l'homme. Autre contribution, l'exception à l'application des actes administratifs juridiques promulgués. Celle-ci soulève au passage des questions de promulgation, de publication, de publicité, marquant l'entrée en vigueur des lois et des autres actes juridiques et de leur application effective. L'auteur constate que certaines normes consacrées ne sont pas appliquées, s'interroge sur l'absence des institutions normes annoncées, la suspension de la juridicité formelle de certains actes publiés et inversement analyse la réactivation des actes abrogés. Une autre contribution porte sur l'apport du droit pénal au droit administratif, d'exemple camerounais. Nonobstant l'autonomie du droit administratif par rapport au droit privé, la régulation sociale admet la consolidation des principes essentiels du droit administratif par le code pénal. Ainsi en est-il de la pénalisation des atteintes au principe de séparation des pouvoirs et au principe de la légalité. Sur le détachement des fonctionnaires des collectivités territoriales décentralisées dans les États d'Afrique centrale, d'Afrique subsaharienne francophone, le cas du Cameroun. S'il se pose la question de finaliser, ici se pose la question de finaliser le processus de décentralisation en dotant les collectivités territoriales décentralisées des moyens humains. Le statut juridique de ce personnel reste à déterminer. Comment organiser la mobilité des ressources humaines au moyen des détachements, des recrutements directs, le tout dans un environnement de soutenabilité financière improbable. Sur les contributions portant sur le droit international, le cœur de l'ouvrage est constitué d'articles qui traitent du droit international public. Des sujets d'actualité du droit international y sont abordés, tels que le terrorisme, des enjeux humanitaires liés à l'utilisation de nouvelles technologies dans les conflits armés contemporains. Sont également traités dans cette rubrique d'internationalisation des questions électorales dans l'étude intitulée « Grandeur et servitude du droit international des élections en Afrique francophone ou du sud du Sahara ». L'auteur avance que l'impératif démocratique est une variable axiologique fondamentale de l'ordre international, qu'en Afrique noire, la démocratie électorale se juridicise et que les principes démocratiques propulsés par les instruments internationaux dédiés à la protection des droits de l'homme influencent l'ordre communautaire africain. Le droit communautaire qui apparaît de manière originale n'est pas en reste dans cette contribution intitulée « L'inexception du droit communautaire au Cameroun », dans laquelle
l'auteur veut établir la différence entre le droit international ordinaire et le droit communautaire dans l'ordre juridique camerounais. Dans cette autre contribution intitulée « Le droit international humanitaire à l'épreuve des nouvelles technologies dans les conflits armés contemporains », l'auteur analyse l'impact des nouvelles technologies dans le développement du droit humanitaire confronté à l'exigence permanente de respect d'un impératif d'humanité, comme l'écrit Joseph Oguna dans son ouvrage de droit humanitaire en 2012. Sur les finances publiques, le développement concernant le droit public financier renferme une série de contributions intéressantes sur des thèmes variés. Celles-ci portent respectivement sur la remise en cause de l'unité budgétaire par la débudgétisation en droit public financier camerounais, réflexion luminaire, variation autour des exceptions au principe de transparence budgétaire dans les espaces UMOA et dans la CEMAC, le financement étatique des associations sportives en droit positif camerounais. Le sport moderne n'est pas seulement un jeu. Il est devenu un enjeu diplomatique, politique, géopolitique, mais surtout économique à travers la participation de l'État. L'auteur analyse successivement le financement des fédérations sportives et le financement des organismes olympiques. À l'analyse, il découvre une disparité normative dans l'encadrement des financements et souhaite une harmonisation de toutes ces règles disparates autour d'un texte spécifique facilitant la consultation et l'application. La pertinence de ce thème interpelle les acteurs du monde sportif que le professeur Joseph Oguna connaît très bien à la suite de ses nombreuses interventions dans le secteur. Les autres contributions. L'ouvrage se referme sur un ensemble de contributions assez éclectiques sur des centres d'intérêt aussi importants tels que l'application de la laïcité au Cameroun, la suppléance du président de la République en Afrique francophone et la lancinante question de la pénétration du droit privé dans la sphère du droit public qui est démontrée à travers une contribution sur le thème l'OADA ou la privatisation du droit public. En guise de conclusion à la présentation du contenu de ces mélanges, on signalera un article intitulé « Joseph Oguna et le boulevard du droit ». Une approche. Bon, j'ai préféré le concept d'observation à celui de critique, comme me l'ont suggéré les organisateurs de cette cérémonie de dédicace. En effet, comment ne pas apprécier à sa juste valeur l'engagement d'une trentaine de disciples réunis pour magnifier l'œuvre d'un homme exceptionnel. Le passage d'une icône qui aura marqué d'un saut indélébile sa présence dans le monde universitaire, tant dans son pays qu'à l'étranger. J'ai choisi, dis-je, faire des observations et non des critiques parce que M. Ondoa Magloire et M. Patrick Edgar Abane-Ngolo ont démontré à suffisance leur capacité à diriger une équipe, à conduire à son terme le délicat projet de mélange en l'honneur de notre maître à tous. À travers ce vibrant hommage, ils ont réussi l'exploit de faire entrer le dédicataire dans la légende. Cependant, comme le savent les professeurs Ondoa Magloire et Patrick Edgar Abane-Ngolo, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Le perfectionnement étant un processus dynamique. Par exemple, nous aurions aimé que les directeurs justifient tant soit peu certains de leurs choix, tels que le titre de l'ouvrage, ensuite la réduction de l'homme d'exception à l'exception en droit. L'exception en droit comme titre de l'ouvrage. Le nom, l'attribution d'un nom n'est jamais neutre. Le nom étant un substantif qui renvoie à une chose précise. L'impression qui se dégage de la lecture des contributions est que les rédacteurs n'ont
pas la même compréhension de la notion de l'exception en droit. Aussi, cette notion n'apparaît pas clairement à la lecture des brillantes contributions qui semblent dépourvues de fil conducteur. Chaque contributeur a excellemment rendu hommage au maître dans un sujet choisi personnellement, sans lien avec l'exception en droit. Cette liberté a projeté en fin de compte l'image d'une production éclectique qui renvoie à la sensibilité de chaque auteur. En cette occurrence, je me suis demandé s'il fallait un titre singulier à ces mélanges. En effet, pour que le contenu de l'ouvrage reflétât son titre, il aurait tout simplement suffi d'intituler cet admirable travail « Mélange en l'honneur de Joseph Auna ». À mon sens, pour conserver le titre « L'exception en droit », qui est très porteur au plan esthétique, les directeurs auraient pu, dans l'argumentaire scientifique de l'appel à candidature, élaborer un discours préliminaire pour planter le décor sur la notion d'exception, son appropriation par le dédicataire et les dynamiques de sa pensée sur l'institutionnalisation des exceptions. Ces clarifications auraient permis de savoir quel contenu donner à l'exception, qui est un terme apparemment banal et usuel. Si l'exception est indissociablement liée à la règle de droit, ainsi que l'illustrent les adages, l'exception confirme la règle ou pas de règle sans exception, la détermination de son sens dans le langage de droit laisse en revanche perplexe. La doctrine s'est jusqu'à présent assez peu intéressée à cette question. Habituellement, on utilise indifféremment les termes exception, dérogation, exemption, dispense, privilège, exonération. Un travail de clarification et de définition aurait donc été opportun pour mieux situer l'œuvre du dédicataire et son apport dans la construction de la doctrine de droit public camerounais, ainsi que les axes de réflexion à prospecter. Il est constant qu'en dehors de la légalité d'exception, l'ensemble des écrits du professeur Joseph Auna constitue une source d'inspiration permanente pour tout chercheur. Par ailleurs, les contributions qui n'ont pas épousé la logique de l'exception en droit ont soulevé le problème méthodologique de la division scientifique du droit, sauf à penser que le droit est universel. S'agissait-il de l'exception en droit public ou en droit privé? En conservant comme titre l'exception en droit, nous écartons une éventuelle division scientifique du droit et consacrons ipso facto la transversalité qui est un attribut essentiel de la science du droit. Dans cette logique qui ne distingue pas le domaine du droit public de celui du droit privé, les contributions du droit privé auraient été plus abondantes. Ça, c'est une critique méthodologique, c'est le début. Deuxième critique, la réduction de l'homme d'exception à l'exception en droit. Il est question de savoir si le titre d'exception en droit, tel qu'il est formulé, renvoie à l'immensité des travaux du maître. En plus de la légalité d'exception, il a écrit sur tous les compartiments du droit public. Il a élaboré des constitutions, des lois, des décrets sur les universités, sur les écoles professionnelles, voire des textes sur les associations professionnelles. Bref, il n'y a pas un pan de l'État qui ait été soustrait de la réflexion du professeur ou de son action. D'où la question. Peut-on dire que l'exception en droit est un identifiant, un déterminant pour désigner le professeur Joseph Auna? Au regard de la personne et de ses œuvres, il me semble que ce titre est un peu réducteur, sauf s'il est utilisé comme prétexte pour célébrer le maître, comme la plupart des contributeurs l'ont fait.
Conclusion. Sur toutes ces réserves et sous peine de contradiction, je conclurai ma note en reconnaissant avec ma grande voix et Patrick Edgar Abané Ngolo les vertus de l'exception dans l'ordre juridique. Lorsque le poète Victor Hugo écrivait que les règles sont utiles au talent, mais nuisibles au génie, il reconnaissait de la sorte l'importance des règles, mais plus encore celle de l'exception qui présente trois vertus. L'exception garantit l'adaptabilité du droit. Exemple, il faut adapter le droit à des régimes d'exception. Ce fut le cas en matière de terrorisme aux États-Unis après les attentats du 11 septembre 2001, où l'absence de clauses exceptionnelles dans la Constitution américaine, comme les articles 16 de la Constitution française, ont dû assimiler le terrorisme. En l'absence de ces clauses, on a assimilé le terrorisme à un état de guerre pour prendre des mesures dérogatoires. Plus proche de nous, partout dans le monde, le Covid-19 a amené la plupart des régimes constitutionnels à prévoir un état d'urgence sanitaire. Face à une telle pandémie qui a frappé indistinctement pays pauvres et pays riches, l'immobilisme ou l'inertie juridique aurait conduit à une catastrophe. D'où la nécessité de l'adaptation. L'exception assure aussi l'unité du droit dans un contexte de multiplicité des juridictions ou de pluralisme juridique. Référence peut être faite aux techniques d'exception d'inconstitutionnalité ou à l'exception ou au renvoi préjudiciel. Enfin, l'exception assure une justice du droit dans la mesure où le droit peut être éloigné de la justice, qui doit pourtant être sa finalité suprême. Il en est ainsi de l'introduction de la justice sociale dans le droit, à l'exemple du domaine du droit fiscal et douanier ou des régimes fiscaux d'exception, qui dérogent aux règles de droit commun, sont conçus pour créer une justice distributive. Je terminerai mon propos en citant cette belle affirmation d'un célèbre homme d'affaires américain, Mark Zuckerberg, que tous ceux qui utilisent des ordinateurs connaissent bien. Il dit, à long terme, on ne progresse qu'à condition d'avoir autour de soi des gens d'exception. C'est vous dire, mesdames, messieurs, ce que le professeur Ona Joseph a été et est pour moi, c'est-à-dire un homme d'exception. Je vous remercie.